Après la proclamation des résultats des législatives du 20 décembre dernier par la CENI, la Cour constitutionnelle a validé les résultats. C'était ce lundi à Lomé au Togo pour aborder la thématique. La nouvelle Assemblée nationale prend corps. Nous recevrons dans cette partie de l'émission Ekwe Foli Gada, il est conseiller politique UFC, responsable de la communication. Foli, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et bonne année. Je vous en prie, merci à vous, joyeuses années également, à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci surtout. La Cour constitutionnelle vient de valider les résultats des législatives du 20 décembre dernier. Ce qui veut dire la prochaine étape, c'est l'Assemblée nationale d'office. Oui, selon les dispositions de la Constitution, je crois que c'est le deuxième mardi, après la proclamation, que l'Assemblée doit se réunir. Donc c'est l'étape de l'Assemblée que nous attendons. Bien entendu, il y aura la session d'âge qui va précéder la mise en place des organes ordinaires, les organes de la législature. Et nous sommes très heureux que cette situation arrive dans une certaine accalmie politique dans le pays. Et si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier, bien sûr, la représentation actuelle, quelle est votre analyse? Bon, nous, à l'UFC, nous avons le triomphe modeste. Nous aurions voulu avoir plus de sièges, mais oui, nous en avons 7 avec oui, le redressement fait par la Cour constitutionnelle. Oui. Et les autres partis représentés, je crois que sont des partis valides et valables, qui ont toujours animé la vie politique du pays. Et c'est une assemblée forte et stable, de mon point de vue. Et nous espérons que les députés ne vont pas trahir le mandat des populations et surtout ne vont pas trahir le mandat du peuple, puisque le mandat impératif n'existe pas, c'est le mandat représentatif. Donc nos députés feront le maximum pour résoudre les grands problèmes politiques du pays avant de passer aux problèmes techniques, donc de la gestion ordinaire des affaires. Le problème politique et technique, pour mieux comprendre, c'est... Alors, nous avons de grands défis politiques en ce moment, dont le premier est le problème des réformes constitutionnelles et par ricochet institutionnelles. Et c'est le plus grand problème que nous avons actuellement, et c'est ce problème-là qui a fait soulever le pays en 2017. Et l'Assemblée doit résoudre ce problème avec la plus grande célérité. Au-delà de ça, il y a également l'apaisement, c'est-à-dire toutes les mesures qui peuvent contribuer à l'apaisement de la vie politique et sociale. L'Assemblée devrait travailler dans ce sens, c'est-à-dire aller au-delà de ce que les populations attendent, surprendre les populations. Pourquoi ne pas inciter le gouvernement à travers des enquêtes parlementaires, à travers des avis, à travers des interrogations que l'Assemblée va soumettre au gouvernement? Pourquoi ne pas inciter le gouvernement à faire plus que ce que les populations attendent? Je crois que c'est cela le plus grand défi politique de l'heure. Maintenant, il y a les questions techniques, oui, qui sont généralement les questions de la survie de tous les jours. Les problèmes sociaux et les problèmes de justice sociale à la base, et les problèmes culturels, les problèmes de l'environnement que nous avons, tous ces problèmes-là doivent être abordés par l'Assemblée. Vous savez qu'à l'Assemblée, il y en a plusieurs commissions, notamment 7 commissions spécialisées. Et l'Assemblée, le bureau peut d'ailleurs demander la mise en place d'autres commissions ad hoc ou spécialisées, que tous les problèmes qui sont sociaux, qui sont techniques, je parle notamment de l'accès à l'eau, je parle également des problèmes de loyer. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du nombre de mois de caution. Le problème foncier. Voilà, il y a le problème foncier, de l'immobilier, le problème de la circulation, de la sécurité routière. Ça se pose. Vous voyez, il y a un peu de chaos dans notre ville, la capitale, qui serait la vitrine du pays. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui doivent être réglés. À cela, on ajoute également la question très délicate des élections locales, c'est-à-dire de la mise en place des mairies et des municipalités. Ce sont les plus grands problèmes que l'Assemblée nouvelle doit affronter.
Avec le schéma actuel que l'on a à l'hémicycle, qui va commencer vraiment à travailler dans quelques jours, bien sûr, est-ce que c'est facile d'opérer ces différentes réformes dont vous faisiez actuellement cas il y a quelques... Bien sûr, bien sûr. Quelque chose... L'UFC à 7, l'UNI à 59... Est-ce que c'est possible, facile? L'UNI en avait plus que ça, mais... Non, vous savez que il y a un consensus général sur les plus grands problèmes. Les partis qui sont à l'Assemblée ne feront pas perdurer le débat. L'UFC assume toutes les parties de la réforme qui seront faites. C'est-à-dire les parties des réformes qui seront faites. Nous les assumons déjà. Le MRC, le MPDD, le NET et les indépendants, je ne crois pas qu'ils aient la possibilité, la capacité, le désir de faire traîner des débats à l'Assemblée sur ces problèmes qui sont les défis les plus cruciaux de notre pays. Donc je crois qu'il y a un consensus implicite et tacite sur toutes ces questions. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché par le passé, ce consensus? Non, on n'a pas surtout jusqu'à ces nouvelles élections législatives qui ont eu lieu le 20 dernier. Ce qui n'a pas marché, je crois que c'est le comportement de la contrepartie, c'est-à-dire de l'opposition parlementaire, qui s'est retrouvée partiellement dans ce qu'on appelait la C14. C'est un regroupement de partis politiques qui a adopté comme méthode de travail un radicalisme ascétique qui ne permet pas des compromis. Des compromis, je ne parle pas de compromission, mais des compromis légers à l'Assemblée. Donc le climat de belligérance, le climat d'attaque vaine, tout le temps n'a pas permis à l'Assemblée d'opérer les réformes dans des circonstances qui seraient acceptables de tous. Bon. Maintenant que ces partis qui ont toujours eu des réclamations, des revendications un peu fantastiques, ne sont plus à l'Assemblée, les partis présents, dont l'UFC, que je représente ici, feront l'essentiel, avec toute la modération, la technicité et la fermeté qu'il faut pour que ces réformes soient faites. Vous êtes sûr que ces réformes sont possibles quand on sait aujourd'hui qu'on tassait de par le passé que l'UFC était là, jouait tapis dans l'ombre? Est-ce que votre présence aujourd'hui peut contribuer réellement à quelque chose de concret? Bien sûr, l'UFC dispose de 7 députés. 7 députés, oui, mais pas quand même la majorité. Bien sûr, mais UNIR dispose de 59 députés. Oui. Vu que UNIR et l'UFC ont toujours été d'accord depuis 2010 sur l'essentiel des réformes, nos deux partis peuvent procéder aux réformes en cas, je crois que c'est complètement impossible, en cas de refus des autres partis de voter pour cette loi constitutionnelle, UNIR et l'UFC peuvent envoyer au référendum. Donc nous ferons notre part. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous ferons notre part. Nous apporterons notre crédit et notre suffrage à ces réformes-là. D'ailleurs, le test définitif, nous l'avons lu. Il est très avancé et il répond à toutes les attentes de notre parti. Nous n'avons pas des remarques qui pourraient entraver le bon fonctionnement de cette procédure de vote de la loi constitutionnelle, de réforme constitutionnelle. Donc je crois que le Togo est bien parti pour que ces réformes soient faites dès la première session ordinaire de l'Assemblée nouvelle. Dès la première session ordinaire, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites déjà dans les coulisses. C'est ce que vous pensez? Oh, mais vous savez très bien que la politique est faite de coulisses. Et qu'il y a toujours des passerelles en coulisses. Il y a toujours des discussions et des mises au point en coulisses. Ça, je ne vais pas en dire plus. On veut en savoir beaucoup plus parce qu'on sait, quand vous dites qu'à la première section, on aura forcément une avancée aussi nette de la situation. Les gens vont se demander concrètement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient de par le passé? C'est maintenant qu'ils nous disent ça. On veut en savoir. Non, vous savez bien que nous avons été minoritaires pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. Oui. Donc on était à l'exécutif, mais au législatif, nous étions minoritaires. On n'avait même pas le nombre pour être une minorité de blocage. Donc, nous avons observé les grands acteurs faire le travail qu'il fallait faire. Jusqu'aujourd'hui, nous rentrons maintenant en lice, nous rentrons dans le jeu et nous ferons notre part. Nous ferons rapidement notre part. Vous savez... D'autres disent que vous êtes là pour accompagner le pouvoir en place, la députée UNIR.
Bon, ce sont des allégations qui aujourd'hui n'ont plus tellement de poids. Comment? Parce que tout le monde, presque tous ceux qui suivent la communication de l'UFC, les actes de notre parti, comprennent que l'UFC garde son identité, mais l'UFC fait accord et fait corps uni avec le parti au pouvoir pour ce qui concerne les grands problèmes nationaux. Donc ça, c'est un travail que nous faisons, que nous ferons toujours pour qu'il y ait de la stabilité politique dans le pays. Voilà. Donc que les gens disent que nous accompagnons le parti, mais on peut aussi dire que c'est les autres partis qui nous accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent par comprendre la démarche nouvelle de l'UFC, la démarche depuis 2010 de l'UFC. Beaucoup d'opposants commencent par se rendre compte que le radicalisme n'est pas fait pour le Togo. Peut-être pour le Burkina, pour le Nigeria, pour le Ghana, pour le Bénin, mais pour le Togo, non. Vu notre profondeur Pourquoi historique. ce changement brusque de comportement? Parce qu'on sait par le passé, quand on parle du radicalisme au Togo, on connaît ce radicalisme au parti UFC. Quand on parle de Gilchrist Olympio, il y a de cela 20 ans, en 98, 2000, 2002, 2003, c'est le radicalisme vraiment au sens premier du terme. Pourquoi ce changement brusque? Alors, lorsque vous essayez de faire un travail avec une méthode, plusieurs fois, vous n'avez pas gain de cause, l'intelligence collective voudrait que vous changez de méthode. Au-delà de la question de bien sûr, au-delà de la question de méthode, il y a également l'exigence du pardon au Togo, du pardon et d'une réconciliation nationale. Quand vous parcourez les archives de notre pays depuis les années 1963, les 4 ans de pouvoir bicéphale de Meachi et de Gruniski, le discours qui revient tout le temps qui est itératif, c'est le discours de la réconciliation. Même sous le général Nassingbe, feu général Nassingbe Yadema de 67 jusqu'en allant vers les années 80-89 à la réforme, aux grandes réformes du FMI qui ont conduit à ce que nous avons appelé le vent de l'Est, il y a toujours eu l'idée de réconciliation. Réconcilions les Togolais, faisons un. D'où d'ailleurs le rassemblement du peuple togolais. Donc cette question du rassemblement, du pardon, nous l'avons prise à bras le corps. Donc c'est la deuxième motivation importante. D'ailleurs, récemment, lors de nos échanges avec le président Gilchrist Olympio, qui actuellement est à Paris, il nous a encore bien expliqué sa pensée, c'est-à-dire que nous devons ouvrir nos portes, faire les bras ouverts à toutes les forces politiques de ce pays, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Nous avons le triomphe modeste. Nous devons tout faire pour que dans ce pays, il y ait l'unité, il y ait le pardon, il y ait la réconciliation. Alors, quand vous optez pour ce genre de travail ou ce genre de méthode, vous ne pouvez plus faire de l'opposition classique en jetant des pierres, en criant sur les radios, en insultant les uns les autres. Vous faites une opposition politique plus responsable. C'est ce que d'ailleurs, nous appellerions une opposition constructive. Si vous permettez, je voudrais ajouter un mot à cette analyse que je suis en train de faire. C'est que si nous voulons nous assumer réellement en tant qu'Africains, quand je reviens dans notre culture, le substrat culturel africain, on ne devrait pas parler d'opposition. Parce que nous savons que lorsque quelqu'un gouverne, c'est cacophonique qu'il y ait une autre personne à côté qui travaille contre lui. C'est-à-dire vous êtes dans une pirogue, vous ramez, et vous permettez constitutionnellement qu'il y ait une autre personne qui rame contre courant. Donc ça, c'est la logique hegelienne, la logique de la confrontation des contraires, qui donnerait un nouvel ordre dans la théorie du chaos. Mais quand nous tropicalisons cette idée qui nous est venue... C'est profond ce que vous dites là. Oui. Oui, allez-y. Quand nous tropicalisons cette idée qui nous est venue de l'Occident, alors nous pouvons employer d'autres termes. On peut parler par exemple de force politique alternative. Oui. C'est-à-dire que vous avez une IR qui est au pouvoir, qui gouverne, et à côté, il y a des forces politiques qui préparent l'alternative. Parce que dans le temps, absolument à un moment donné, il y aura une passation de pouvoir. Et donc, c'est nous qui sommes les forces alternatives. Nous ne sommes pas des forces qui, foncièrement, nous devons nous opposer carrément au parti qui nous gouverne, quitte à détruire l'œuvre qu'il fait, parce que ça, c'est la mauvaise compréhension de la dynamique de la démocratie libérale que nous avions eue en Afrique. Le but de l'opposition, c'est pas de détruire le travail que fait le parti qui gouverne. C'est pas de tout faire pour le renverser, non. C'est de représenter, vis-à-vis de ce parti, une force alternative.
Voilà. Et que Foligada, on va se prononcer sur ce effectif un peu élevé du nombre, bien sûr, des candidats indépendants pour une première fois au Togo, plus d'une quinzaine. Votre analyse? Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Je ne suis pas surpris. Parce que les Togolais, il me semble que les Togolais commencent par perdre foi en les partis politiques. S'il y avait une dissidence beaucoup plus prononcée, progressive vis-à-vis de tout ce qui s'appelle parti politique. Parce que dans l'Interland, les partis viennent, chacun vient, il raconte ce qu'il veut. Durant les campagnes, nous venons, nous donnons aux populations ce que nous voulons. Mais après, leur situation ne change guère considérablement. Alors que les partis, les populations se rendent compte que dans le débat social ou politique national, il n'y a que les partis qui créent le désordre. Il n'y a que des partis qui animent le débat mauvais, le mauvais débat, le débat délétère. Alors on se demande, mais qui sont ces partis? Les gens se demandent, mais au fait, que nous apportent ces partis? On a des personnages en qui nous pouvons avoir confiance, que nous connaissons, c'est notre frère, notre cousin, il vit à Lomé. Mais nous sommes peut-être, je parle par exemple d'une localité qui est au sud de Bafilo, n'est-ce pas? Il dit, mais nous avons notre confrère, il vit à Lomé, nous le connaissons. S'il est candidat indépendant, nous lui donnons notre suffrage. C'est mieux que de donner le suffrage à des partis que finalement nous ne connaissons pas et qui sont toujours en train de se battre. On ne sait pas exactement qui dit la vérité. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans une certaine confusion dans l'Interland. Et les indépendants ont fait mouche en allant directement se mettre en jeu, leur identité, leur personne en jeu, auprès des populations. Les populations leur ont donné leur suffrage. L'autre fait aussi, c'est le renouvellement de la classe politique. Oui, on sent aussi oui. une jeunesse aussi présente au sein de cette classe politique au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, ce qui veut dire que les jeunes n'ont plus vraiment confiance à leur grand frère, leur papa qui prenait de par le passé la politique comme... Non, pas du tout. Le grand frère est toujours là, il donnera des conseils, mais les petits frères qui bouillonnent d'énergie le sang chaud et qui veulent s'exprimer, à un moment donné, si vous ne leur donnez pas l'espace d'expression, ils vont s'exprimer dans la rue, ou ils vont devenir une épine dans votre côte. C'est normal que certains partis, et cela, je jette des fleurs au parti UNIR, qui fait un travail excellent dans le renouvellement de la classe politique. L'UFC également a travaillé beaucoup ces dernières années. Il n'y a pas de jeunes quand même? Il y en a? Il y a beaucoup de jeunes dans le parti. Mais pas quand même à l'Assemblée? Oh, bien sûr, à l'Assemblée. Nous n'avons que un véritable ancien. Tous les autres sont des jeunes. Ce sont des jeunes citoyens. Oui, ce sont de nouvelles têtes qui ont de nouvelles idées, qui ont de nouvelles dispositions pour faire la politique. Et nous sommes très fiers d'eux. Et notamment, je jette une fleur à M. Alipuy, que vous connaissez bien, et qui a beaucoup travaillé dans le goût et qui a été récompensé par les populations. Donc, nous sommes très contents de la nouvelle Assemblée. Nous espérons que les jeunes, c'est-à-dire la nouvelle classe, fera le nécessaire pour pacifier réellement ce pays et le lancer sur le chemin du développement, du progrès. Ekwe Foligada, conseiller politique UFC, responsable de la communication, merci d'être passé sur ce plateau. Une pause s'impose juste après, on se retrouve pour Regard croisé.